Ce n'est pas un livre, c'est un cri. Dans « Il faut tout reconstruire », l'architecte et militant politique français Roland Castro veut poser les bases d'une nouvelle société. Tout va mal, alors changeons. Lui, le maoïste fondateur du MUC, le mouvement pour l'utopie concrète, dénonce l'inanité des politiques urbaines. Lui, l'architecte qui veut fonder un Central Park dans le Grand Paris, il appelle aujourd'hui à tout remettre à plat. Bonsoir Roland Castro. Bonsoir. Je rappelle donc le titre de votre livre « Il faut tout reconstruire », proposition pour une nouvelle société. C'est publié aux éditions L'Archipel. Alors Roland Castro, vous aviez été l'homme qui avait tiré la sonnette d'alarme dans les années 1980 au sujet de la situation dans les banlieues françaises. Plus de 30 ans après, on entend très peu, pour ne pas dire jamais, parler de politique de la ville, du rapport même entre la construction de nos villes et le bien-être. On ne dit pas assez dans quel état est le lien social français en rapport avec la situation soit urbaine des périphéries, soit périurbaine dans les quartiers pavillonnaires, soit carrément certains désastres territoriaux qui font qu'il y a des Frances qui ne se voient plus, qui ne se parlent plus, il y a une dissociation du territoire français qui n'est pas simplement la question des banlieues maintenant, encore plus grave. Des campagnes également, donc dites-vous. Il y a notamment ce prisme écologique. Quand on parle d'urbanisation, c'est toujours à travers cette question-là importante. Pourquoi pas à travers ce lien que vous avez évoqué? Pourquoi c'est relégué au second plan, ça? Parce que le temps dans lequel vit la politique, c'est le temps médiatique, c'est le temps de l'instantanéité, et le temps de la ville, c'est le temps long. Il y a une de mes propositions dans le bouquin qui est un Sénat philosophique, une chambre qui prendrait le temps. Pas alors qu'on vit tout le temps dans l'événement. Un événement chasse l'autre. La question urbaine, c'est une question longue. Moi, quand je fais un projet, je le pense. Et puis, il y a des choses, il y a des quartiers que j'ai remodelés, je l'ai pensé 15 ans avant qu'il soit fait. C'est cette lenteur-là qu'est la ville. La ville, ça se construit parfois très très vite, mais lentement. Et la question urbaine n'est jamais d'actualité, sauf qu'il y a des émeutes. Voilà. Donc il faut qu'il y ait de malencontreuses histoires pour qu'on parle de Clichy-sous-Bois, branle-bas de combat, généralement vite, puis je dis la même chose, qu'il faut prendre du temps, que par exemple sur la question urbaine, il va y avoir un consensus droite-gauche, qu'on devrait voter des lois de longue durée. Parce que c'est une question, si on veut arriver à refabriquer un pays qui fonctionne, et notamment avec un droit à l'urbanité pour tous, que chacun habite dans un endroit honorable, Ouais. C'est une bataille longue. Il y a un mot que vous prononcez, vous aussi, c'est apartheid urbain. Manuel Valls, le Premier ministre français, après les attentats qui ont frappé Paris en 2015, avait parlé lui aussi d'apartheid social. Ça fait 30 ans que je dis. Vous, ça fait 30 ans que vous le dites. J'ai dit qu'il y a un risque d'apartheid urbain et je le constate tout le temps. Mais est-ce que vous voyez un lien de cause à effet entre le passage à l'acte des terroristes à Paris, mais aussi à Bruxelles, et l'origine sociale d'où ils viennent, à savoir la paupérisation de certains quartiers, ou est-ce que c'est... Disons que la question de l'enclavement, de l'enfermement, d'entre-soi, de certains quartiers, n'arrange pas les choses. Le résumé du djihadisme à la pauvreté, ça ne tient pas le bout. Ouais. La jouissance religieuse, c'est beaucoup plus important que simplement la misère sociale. C'est une question plus grave à traiter plus sérieusement. La bande des buts de Chaumont, à ma connaissance, habite un quartier magnifique. Donc, alors, par contre, c'est vrai qu'il y a des quartiers dans lesquels on a sous-traité l'ordre public aux religieux. Il y a une politique des grands frères stupide, parce que il y aurait eu les grandes sœurs, c'était pas bête, mais une politique machiste, sexiste. Les filles dans l'espace public dans certains quartiers n'ont de place que comme femmes ou comme sœurs. Et sinon, comme femmes libres, elles n'ont pas de place. D'ailleurs, vous parlez beaucoup des questions du respect des droits des femmes, mais aussi de la laïcité. Vous prenez par exemple un serment de la laïcité. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec du modèle républicain déjà existant? Non, moi je propose qu'il y ait un serment de laïcité avant un service civique obligatoire, garçon-fille à 18 ans, dans lequel il n'y a pas de voile, pas de kippa, pas de croix pectorale, pas de signe religieux, garçons et filles, dans lequel il y a 1 an de sa vie donné à la République pour
s'occuper des vieux, en cas de tsunami, en cas de Haïti, on envoie 200 000. Je propose d'ailleurs que ça se fasse en France, mais que ce soit un des ciments de fabrication de l'Europe, un service civique obligatoire. Je pense qu'une des graves questions de société dans laquelle on est confronté, c'est qu'il y a une inflation des droits, et il n'y a pas de travail sur les devoirs. Et justement, vous proposez une déclaration des devoirs du citoyen. Pourquoi est-ce nécessaire, selon vous ? Parce que, par exemple, dans ces déclarations des devoirs, on parle du devoir d'hospitalité. Si on admet qu'il y a un devoir d'hospitalité, on sait trier entre migrants et réfugiés, par exemple. Et quand c'est réfugié, il y a un devoir. Voilà, des choses comme ça. Donc je pense qu'on ne travaille pas assez. Les politiciens flattent, y compris les politiciens de gauche, flattent le public. Et le président de la République prononce le mot terroriste. Il y a 2 flics qui sont tués, à Mantes-la-Jolie, chez eux. Il prononce le mot terroriste. Il n'a pas dit islam politique. Il ne dit pas islamiste. Il a la trouille de se fâcher avec la clientèle. Et les mots ne sont pas dits. Comme dit Camus, ne pas nommer, c'est déjà en rajouter sur la mise de malheur du monde. La présidentielle approche à grands pas. Il y a aussi un devoir de vote et il va falloir y aller. Parce que si on ne vote pas, ce sera combien ? 150 €? Oui, donc c'était C'est pas sérieux ? C'est très sérieux, mais c'est En Belgique, le vote qu'il y a est un devoir de vote, obligatoire, oui. 150 €, je crois que c'est Gaspard Delanoë qui avait écrit ça. Il avait mis une somme. Devoir d'épargner la honte à l'autre, c'est quoi ? Ça veut dire que... Vous savez, il y a un type, il y a un Irakien, j'en entends de ça, alors pour le coup c'est dans l'événement, il vient d'essayer de mettre des visages sur les morts irakiens d'hier. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et épargner la honte à l'autre, ça veut dire que... il y a des choses... L'humiliation n'est pas... Voilà. Par exemple, si on met des gens en prison... Il n'y a pas de raison de les humilier. Vous appelez le respect des détenus, notamment. Voilà. Donc, je crois que Giscard d'Estaing, qui n'a pas dit grand-chose de bien dans sa vie, avait dit la prison devrait suffire. Bon. Dans ce livre, vous appelez donc Roland Castro à vous proposer des solutions concrètes. Vous appelez à ne pas tomber dans la sinistrose. Expliquez-nous à quel moment s'est produit, au fond, l'éclosion de ce malaise français. On parlait tout à l'heure de la politique d'urbanisation. Quelle est la nature du problème ? On a parfois du mal à saisir, y compris vu de l'étranger, ce qui se passe en France. Chacun cherche sa date. Moi, je pense que j'ai la bonne date. La bonne date, c'est 83. Il y a la marche pour l'égalité des jeunes noirs et des jeunes arabes, qui disaient d'ailleurs, la République, c'est comme une mobilette, il faut du mélange. Bon, il n'avait aucune revendication religieuse. Mitterrand avait promis le droit de vote des étrangers aux élections locales. Les mômes français auraient vu leurs parents étrangers s'habiller en dimanche pour aller voter. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et les mômes français sont beaucoup moins amoureux de la France que leurs parents, qui eux n'ont pas le droit de vote. C'est là-dedans qu'on est. Donc, le fait et moi je crois que 83 c'est une date charnière, parce que c'est là où Mitterrand change la politique économique et dit il ne faut surtout pas le dire. C'est là où la Ve République montre qu'elle sert à mentir, et à mentir en pyramide, parce que si le président ment, tout le monde ment derrière. C'est pour ça que je dis des choses très, très, très dures sur la Ve République, qui d'ailleurs a quitté l'esprit gaulliste. Vous prenez d'ailleurs une 6e République avec une Assemblée élue à un seul tour et un gouvernement français négocié avec l'Assemblée. Oui, ça veut dire qu'il y a un président, ça rapproche du régime américain, il y a un président, il n'y a pas de premier. Il y a un président, il négocie avec l'Assemblée, élu à un seul tour, ça veut dire que ça casse les 2 partis, UMP et PS, que tout le monde est représenté, où ça fait une nouvelle génération politique qui apparaît, parce que dans chaque circonscription, il peut y avoir des types formidables, hors parti, qui se retrouvent à l'Assemblée. Ouais. Mendès France, je me souviens très bien, quand j'étais tout petit, en 1956, Mendès France, il y a eu un front républicain, Mendès France a inventé des députés mendésistes, il y en a eu 60. Ils avaient pris dans la société civile. Ouais. Oh, il y avait des voyous, il y avait Hersan dedans, mais il y avait des types vachement bien dedans. Ouais. Vous êtes le créateur du MUC, le mouvement pour l'utopie concrète, mais le mot même d'utopie semble avoir disparu du débat public et du champ social. Oui, alors que par contre, c'est quoi l'utopie concrète ? Par exemple, les congés payés. Je vais vous poser une question, à mon avis, vous ne savez pas la réponse. Allez, on tente. Oui, les congés payés, 36, quand même. 36, Front populaire. D'accord. Votez comment ? Droite-gauche. Rapport vote droite-gauche, combien ?
je dirais quasi ric-rac, 51-49 majorité. Unanimité. Unanimité. J'ai hésité entre les deux, c'est perdu. Unanimité. L'utopie concrète, c'est quand quelque chose devient Rassemble tout le monde, ouais. unanime. Bon, moi, je pense service civique obligatoire garçon-fille, à mon avis, pas à peine dépenser de pognon pour des sondages, tout le monde va être d'accord. Bon, sauf peut-être certains gamins à qui on dira c'est comme ça. Parce qu'en plus, en ce moment, il y a besoin qu'on dise c'est comme ça. Ouais. Il y a des choses. Il y a une demande d'autorité, si je puis dire. Mais quel autre exemple vous donneriez? Parce que partir en vacances et avoir un mois de congé payé, tout le monde est plus facilement d'accord que sur un autre sujet. Donnez-nous un autre exemple d'utopie qui rassemblerait droite et gauche. Il y a le gouvernement de la résistance. Le gouvernement tripartite issu de la résistance, Ouais. dirigé par le général de Gaulle. La sécurité sociale. Combien? Oui. Non, mais aujourd'hui, je veux dire, Roland Castro, quel sujet pourrait créer l'unanimité au sein Service du civique gouvernement? obligatoire. Service À mon avis, oui. Même, je pense, l'idée que je défends d'un Sénat qui prendrait le temps, un Sénat philosophique élu au suffrage universel, à mon avis, il ramasserait beaucoup de monde. L'utopie concrète, c'est quand quelque chose s'impose. Et quand on est la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges a été un moment d'utopie concrète. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai un utopiste concret. Et je suis certain qu'il y a que sur un certain nombre de questions, il y a absolument moyen de rassembler une majorité de citoyens. Et est-ce qu'il y a une place pour une pensée alternative? On a vu le mouvement Nuit debout, mouvement éphémère qui a fait pchit. Est-ce qu'il y a encore une place pour l'alternative? Vous avez été maoïste il y a longtemps. Est-ce qu'il y a une place pour une autre pensée politique? Je pense qu'il y a une place pour un cercle. Il y a toujours une place pour le parti du mouvement par rapport au parti de l'ordre. Je pense qu'il y a une place pour refaire société. Moi, je prends l'exemple du plan de table. Je pense qu'il y a une place pour arriver à fabriquer un plan de table qui marche. Il y a une place parce que on pourrait imaginer quand même qu'à nouveau l'école, on redoublerait tant qu'on ne sait pas lire, écrire et compter, dans lequel le brevet serait par exemple quelque chose de vrai, dans lequel d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a de la place pour faire autre chose que la politique des cinglés qui dirigent l'éducation nationale rue Grenelle. Il y a quand même, il faut que vous regardiez les fabricants de programmes actuellement. Et il y a une place pour les gens, je ne sais pas Finkielkraut, mais qui disent que l'école doit instruire. D'ailleurs, je propose qu'on l'appelle plus éducation nationale, mais instruction publique. Merci beaucoup, Roland Castro, d'avoir répondu à nos questions. Il faut tout reconstruire. Proposition pour une nouvelle société. C'est aux éditions de l'Archipel. Merci à vous. Merci.